Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent dans les commentaires, le downsizing. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur ce sujet et je vais donc essayer aujourd'hui de vous expliquer pourquoi et comment on est arrivé au downsizing. Pour commencer sur cette vidéo, probablement plus courte que d'habitude, nous allons parler de quelque chose de très important pour parler du downsizing, la CSE, pour consommation spécifique effective. La CSE est un moyen commun pour comparer un moteur à un autre, qu'il soit d'une marque ou d'une autre. Explication. Pour vous parler de la CSE, malheureusement pour vous, on va faire un peu de mathématiques et parler de deux choses très importantes, le rendement d'un moteur et le PCI. Reprenons donc ensemble la formule du rendement d'un moteur. Le rendement est une valeur comprise en général entre 0 et 1, autrement dit entre 0 et 100% de rendement. Il arrive parfois qu'on dépasse un rendement de 1 dans certains ensembles mécaniques, comme les chaudières par exemple, mais vous l'avez bien compris, aujourd'hui on ne va pas parler chaudière, mais moteur. Le rendement, donc qui est représenté par cette lettre grecque, est donc égal à la puissance effective, donc on dit la puissance effective à l'arbre, mais dans notre cas à nous, c'est la puissance sortie Villebrequin, donc on va l'appeler PE Vilo, et cette puissance effective est en kilowatts, et ça, c'est divisé par ce qu'on appelle l'énergie introduite dans le moteur, donc toujours en kilowatts, et donc on va l'appeler PE, donc puissance introduite, enfin là en tout cas c'est puissance effective, et du coup on va l'appeler carb, donc pour carburant, puisque finalement cette valeur d'énergie introduite qui n'est pas forcément très parlante, est liée à ce qu'on appelle le PCI, qui est le pouvoir calorifique inférieur du carburant. Le PCI est très utile pour comparer deux carburants. Un cas concret et assez parlant, c'est de comparer le PCI de l'éthanol, qui est d'environ 21 000 kJ par kilo, à celui du sans-plomb, qui est lui de 43 000 kJ par kilo. Attention toutefois, certains parlent en joules par kilo et d'autres parlent en joules par litre. Donc faites bien attention quand on vous donne une valeur de PCI. Bon ok, le PCI nous donne une valeur en joules par kilo. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 1 kg ou 1 litre de sans-plomb brûlé, totalement, on sera capable de produire environ 43 000 kJ d'énergie. Autrement dit, c'est le potentiel énergétique du combustible. Si on reprend donc la comparaison du PCI de l'éthanol versus celui du sans-plomb, on comprend bien que pour un véhicule essence qu'on voudrait convertir à l'éthanol, pour garder la même puissance moteur et rester à isocouple, il va falloir injecter plus d'éthanol dans le moteur car son potentiel énergétique est moindre si on le compare au sans-plomb. Ok, maintenant que vous avez ça en tête, revenons à notre formule de départ, le rendement. Je vous ai dit que l'énergie introduite était liée au PCI. Mais malheureusement, le PCI s'exprime en joules par kilo et notre énergie s'exprime en kilowatts. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une relation entre les joules et les kilowattheures. En effet, 1 kWh est égal à 3,6 mégajoules. Bien sûr, pour ça, il faut quelques conditions, notamment qu'on soit à la pression atmosphérique, que la température de l'air soit de 0 degré, etc. Mais pour notre exemple et nos calculs, on va dire que toutes les conditions sont réunies et qu'on a donc 1 kWh égale 3,6 mégajoules. Voyons donc maintenant ensemble la formule de la fameuse CSE. Donc la CSE, qui s'exprime en grammes de carburant par kilowatt-heure d'énergie produite, est égale au débit carburant, on va l'appeler débit, qui lui est en grammes de carburant par heure, divisé par la puissance effective. Donc celle-ci est finalement la même que celle qu'on retrouve au Villebrequin en kilowatts. Maintenant que vous avez les formules du rendement et de la CSE, voyons les relations qu'on a entre les deux. La formule la plus importante est finalement celle-ci. C'est donc le rendement effectif, donc le même qu'on a ici. Donc c'est une valeur fixe
qui est égal à 3,6 fois 10 puissance 6. Donc ça, c'est des joules par kilowattheure. Donc 3,6 10 puissance 6, hein, vous voyez qu'il y a une petite relation entre les deux. Divisé par la CSE elle-même, qui est multipliée par le PCI, qui est donc le pouvoir calorifique inférieur de notre carburant. Une fois que vous avez compris ça, il est très facile d'enlever le PCI de l'équation, car on connaît cette valeur. Dans notre exemple, on va prendre le samplon, donc 43 000 kJ par kilo. Si on simplifie, donc en gros, on va ici, donc on va diviser le PCI, donc on va l'enlever, ici, tac. Donc on va faire la même chose en haut. On va donc avoir une formule toute bête qui dit que le rendement est égal, donc quand c'est du samplon, à 83,7, qui est une valeur fixe, divisée par la CSE elle-même. Tout ça pour vous dire, et j'espère que je ne vous aurai pas perdu avec tous ces calculs, que plus la CSE va diminuer, donc dans ce calcul, plus le rendement moteur va augmenter, et c'est ça qui va nous intéresser pour la consommation. Maintenant que vous savez de quoi je parle quand je parle de CSE, voyons quelques exemples de graphiques assez évocateurs sur le downsizing et voyons dans les grandes lignes pourquoi on a énormément développé ce phénomène. Prenons le graphique d'un champ moteur complet avec justement les différentes zones de CSE. Ce graphique montre les zones de CSE d'un moteur 3 litres atmosphérique, autrement dit le genre de moteur qu'on ne produit quasiment plus aujourd'hui. Vous notez que sur ce genre de moteur, la zone de CSE la plus basse, donc la zone de meilleur rendement, se trouve à forte charge sur un régime assez faible aux alentours de 2000-2500 tours minute. Le problème principal, c'est que vous avez aussi en rouge au niveau des petits carrés la zone où un client lambda utilise son véhicule la majorité du temps. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour s'apercevoir que la zone d'utilisation se situe dans une zone de rendement médiocre. Si maintenant on prend le même genre de graphique avec une zone d'utilisation client assez similaire, mais ce coup-ci sur un moteur 1,8 litre turbo-compressé, donc un moteur qui offre à peu de choses près les mêmes performances qu'un 3 litres atmosphérique, on observe que c'est dorénavant le cœur du champ moteur qui possède la meilleure CSE. Vous pouvez voir que la zone d'usage client est donc décalée et bien sûr, elle est décalée dans une zone où la CSE est relativement bonne. Si on revient à nos calculs de base, qu'on applique la formule du rendement basée sur la CSE et qu'on prend un point similaire dans nos deux graphiques, disons 2500 tours minute et 100 Nm, on a d'un côté un rendement d'approximativement 28%, alors que sur le 1,8 litre, nous aurons 33% de rendement. Si vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi les constructeurs ont fait le choix du downsizing. En effet, sur un cycle d'homologation qui représente en partie l'usage d'un client, utiliser un moteur downsizé permet de gagner en rendement et donc de grandement diminuer la consommation et donc in fine les émissions de CO2. Avant de clôturer ce petit chapitre sur les grandes lignes du downsizing, je voulais vous montrer rapidement pourquoi la zone de bon rendement est aussi limitée. Pour ça, vous avez encore une fois un magnifique graphique qui vient de mes cours IFP qui montre pourquoi la zone de bon rendement est finalement aussi petite. Il y a 4 items différents qui font chuter le rendement moteur. On va commencer par un item qui est prépondérant sur le rendement d'un moteur essence, le pompage. En effet, en essence, nous avons un boîtier papillon qui limite l'air admis dans les cylindres. Et donc, tant que le boîtier n'est pas 100% ouvert, nous avons ce qu'on appelle les pertes par pompage. Ensuite, à faible régime et forte charge, on a pas mal de risques niveau cliquetis, donc on évite de mettre un niveau d'avance élevé. On fait donc naturellement chuter le rendement car on est assez loin du taux d'avance optimal. Troisième item, on a ce qu'on appelle l'enrichissement qui est là principalement pour abaisser les thermiques dans la chambre, pour la protection des soupapes et autres, le tout à forte charge et au régime. Bien évidemment, l'enrichissement permet aussi de gagner en performance et d'aller chercher quelques chevaux. Enfin, dernier item, celui qui parle à tout le monde, le frottement. Bon, celui-là se suffit à lui-même et je n'ai pas grande
explication à vous donner, hormis qu'on a trop de frottement et donc un rendement de merde. Bon, maintenant que vous connaissez la CSE et les grandes lignes du downsizing, voyons un peu sur quel levier il faut jouer pour gagner en consommation. Pour ça, il y a un graphique très intéressant qui donne dans les grandes lignes comment est utilisée l'énergie de la combustion. Vous observez qu'il y a finalement 3 zones de perte qui représentent 60% de l'énergie développée par le moteur. On va s'intéresser à 2 zones, l'eau et les frictions. En effet, pour la zone échappement, on a développé les turbos, mais ça, c'est un autre sujet assez connu et déjà développé dans une autre vidéo. Prenons le cas des pertes dans l'eau. Quand on dit dans l'eau, on parle des pertes thermiques aux parois et donc des pertes dans le système de refroidissement du moteur. Réduire ces pertes revient à minimiser la surface d'échange lorsque la température dans la chambre de combustion est élevée. Pour cela, il y a quelques solutions simples et en voici quelques-unes. La première et la plus simple, très utilisée dans le downsizing, est la diminution du nombre de cylindres, autrement dit l'augmentation de la cylindrée unitaire. C'est en partie pour cette raison qu'on a des 3 cylindres 1 litre, 1 litre 2 à la place des 4 cylindres. Deuxième item, on a le rapport alésage-course. Pour limiter les pertes aux parois, on essaye d'avoir des moteurs à course plutôt longue, autrement dit avec un rapport alésage-course inférieur à 1. Enfin, dernière chose simple à comprendre, la forme de la chambre de combustion quand le piston est au PMH. Plus la chambre a une forme sphérique et basique, moins on aura de pertes. A l'inverse, une chambre aux formes complexes va augmenter les échanges thermiques et donc les pertes. Passons maintenant à l'item frottement. Depuis la nuit des temps, les constructeurs essayent de limiter les frottements sur les moteurs thermiques. Le traitement dont je voulais vous parler et qui est aujourd'hui très répandu est le traitement DLC qui veut dire Diamond Like Carbon. Ce revêtement extrêmement dur permet des gains non négligeables sur la consommation et on en retrouve partout. Sur les cames des arbres à cames, sur les jupes des pistons, sur les poussoirs, enfin partout où ça pourrait nous aider. Ensuite, pour les frottements, il faut savoir que les constructeurs ont essayé beaucoup de choses comme les courroies dans l'huile et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Le PureTech PSA était certes ultra bien placé en consommation au moment de sa sortie, mais les problèmes en série, notamment sur les courroies, en valaient-ils la peine? Bref, je ne vais pas plus m'étendre sur ce sujet, mais sachez que c'est vraiment un item très important aujourd'hui dans l'étape de conception d'un moteur. Pour conclure et pour remercier ceux qui sont encore devant leurs écrans, je voudrais juste vous donner une petite précision sur le PCI. En effet, certains savent qu'on peut aussi parler de PCS pour pouvoir calorifique supérieur. Et je voulais juste vous expliquer la différence entre PCI et PCS avant de clôturer sur ce sujet downsizing. La différence majeure entre ces deux pouvoirs calorifiques est ce qu'on appelle la chaleur latente. En effet, le PCS s'obtient grâce à 2 données, le PCI du combustible plus la chaleur latente. Lorsque vous brûlez un combustible, de l'eau se condense et se transforme en vapeur d'eau. Mais ce condensat n'est pas inutile, bien au contraire. Les chaudières à condensation en sont un très bon exemple puisqu'elles gardent cette eau transformée pour produire de la chaleur. Il n'y a donc aucune perte d'énergie. C'est d'ailleurs pour cette raison que le rendement est parfois supérieur à 100% et que donc le PCS est plus élevé que le PCI. Voilà, on arrive à la fin de ce petit sujet downsizing un peu particulier. J'espère encore une fois que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Comme d'habitude, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et pour voir la suite, abonnez-vous. Allez, salut!